Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix du couple, épisode 32. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode Dr Love. On vous a demandé sur Instagram de nous envoyer vos questions d'amour pour qu'on y réponde. Alors moi, j'étais en formation toute la semaine, donc j'ai pas pu trop sélectionner les questions. Donc c'est plutôt Johan qui s'en est chargé. Donc je viens en freestyle un petit peu total. Donc si je suis moins inspirée, on va dire, pour répondre aux questions, ne m'en voulez pas. On t'en voudra pas, t'inquiète pas. Mais je vais essayer d'apporter une petite contribution comme je peux. Avec plaisir, mon amour. Bon, alors du coup, on peut commencer peut-être pour la première question. Alors, a-t-on besoin de communiquer tous ces moments d'insécurité avec son partenaire ? Alors, la première chose que j'avais notée, c'est que ça parle de vulnérabilité, cette question. Alors bien sûr, la vulnérabilité, c'est bien, on en a besoin dans un couple, je pense. Mais pour rappel, être vulnérable, c'est un sujet dont on avait déjà parlé, je crois, il y a quelques temps. C'est communiquer quelque chose d'inconfortable. C'est traverser la peur de pas être reçu, en fait, quand on communique cette chose-là. Le truc, c'est que quand ça devient systématique, parce que là, tu dis communiquer tous ces moments d'insécurité, quelque chose de systématique, quoi. Ouais. Donc, on est dans quelque chose de l'ordre de l'habitude, en fait, finalement, du confortable presque. Et donc, ça peut aussi devenir très envahissant pour l'autre, pour cette raison. D'avoir que les moments où ça va pas, franchement, oui. Ouais. Il y a des fois, je pense qu'il faut pas tout dire. Il faut aussi traverser soi-même et ne pas faire peser sur l'autre le poids de tout ce qui va pas dans notre vie, en fait. Exactement. Moi, c'est parce qu'on répond ça parce qu'il y a vraiment ça dans l'énergie de ta question, quoi. Est-ce qu'on doit communiquer tous ces moments d'insécurité Moi, l'autre mot qui me vient en t'entendant dire ça, c'est la fusion. Parce qu'en fait, à quel moment dans notre vie on s'est permis de communiquer tout ce qui n'allait pas à l'autre de façon extrêmement spontanée? C'est l'enfance, quoi, avec sa maman ou son papa. Ouais. Et ça parle encore une fois pour moi, cette question d'un deuil de la fusion qui n'a pas été fait, quoi. Un partenaire amoureux, c'est pas le remplaçant d'un parent. Non, mais je suis d'accord. Qui serait censé en fait absorber toutes nos difficultés, toutes nos manques, toutes nos fragilités. C'est pas le but. Donc moi, ça parle de ce truc-là aussi, quoi. Et il y a aussi un truc du coup qui n'est pas en relation avec l'autre. Quand on se permet de tout communiquer, de tout dire, dans cette espèce de demande permanente de réassurance, on utilise l'autre comme le réceptacle de nos propres insécurités quand on fait ça, en fait, finalement. Voilà. Et clairement, ça va le peser, ton partenaire. Parce que imagine, toi, à sa place, si à chaque fois qu'il avait un problème, un ressenti, s'il venait de te les dire, au bout d'un moment, je pense que t'en aurais assez. Ouais, et puis, c'est comme, moi, je peux prendre mon exemple, par exemple. Quand j'étais célibataire, quand j'habitais seule, par exemple, mes problèmes... je les gardais pour moi, tu vois, ou alors j'en parlais à des amis de temps en temps, mais c'était pas tout le temps. Ouais. Et le problème aussi, c'est que des fois, quand on se met en couple, comme on est souvent avec quelqu'un d'autre, du coup, on se dit, vu que la personne est là, je vais en profiter pour lui raconter tout ce qui va pas dans ma vie. Ouais. Mais en fait, avant, tu faisais pas ça aussi. Moi, je sais qu'avant, je faisais pas ça dans mon cas. Et malheureusement, parfois, j'ai un peu dépassé tes limites par rapport à ça. Et je me suis permis trop de choses. Et je suis allée un peu trop loin, notamment quand j'ai commencé à être malade. Mais je pense que je l'ai fait avec toi aussi. Toi, tu l'as fait aussi. Et maintenant, on a appris à poser nos limites. Et on le dit à l'autre. On lui dit, attention, oulala. Prends un peu sur toi. Va voir tes amis. Va voir ton psy. Ouais. Et voilà. Et parce qu'en fait, sinon, l'autre peut plus t'aider. En plus, à un moment, il peut plus recevoir. Je pense qu'au bout d'un moment, l'autre peut plus recevoir. Puis je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, j'ai fait un réel récemment où je parlais du couple enfermant. Où on vante le couple sur les réseaux sociaux en permanence comme étant... on parle que du couple et pas de l'environnement autour du couple.
Et j'ai l'impression que le couple est un peu vu comme une forme de citadelle finalement, comme une espèce de refuge absolu qui existerait en dehors de toute interaction avec le monde. Et je disais que ça mettait une grosse pression sur le couple et que c'était pas sain. Qu'en fait, un couple, il est toujours à mi-chemin entre l'ouvert et le fermé, c'est-à-dire entre l'ouverture sur les autres et le monde et la capacité à se recentrer sur lui. Et en fait, si on va trop loin dans le sens de on est ensemble et on se dit tout et espèce on rentre dans quelque chose qui devient exclusif. Il y a un peu ce truc-là derrière ta question. Ouais. Et j'avais l'impression aussi que moi, tu l'as dit très bien, tu l'as senti très bien, c'est que finalement de tout dire à l'autre, il y a quelque chose qui est l'inverse du lien sécure. C'est vraiment l'inverse. Oui. Et pour rappel, parce qu'on en parle beaucoup dans le podcast et même moi dans ma pratique de thérapeute, le lien sécure, c'est pas ne plus avoir d'insécurité. Attention. Bah non. Du tout. Vraiment. On a tous des insécurités, même les gens sécurisés, entre guillemets. En fait, avoir un lien sécure, c'est pas ne plus avoir d'insécurité, c'est être capable de les traverser et de cheminer avec surtout. En fait, de se comporter avec soi-même et avec ses propres blessures comme un parent aimant qui, encore une fois, console son enfant et est capable de l'aider à se relever et de l'encourager à se relever et de marcher avec lui. Voilà. Donc c'est pas seulement de l'accueil compassionnel sans action, c'est pas seulement de l'action genre tais-toi et marche, c'est les deux en fait. C'est-à-dire, ok, je prends acte que c'est là, je prends le temps de ressentir ce que je ressens, c'est difficile, et en même temps, là je dois cheminer avec en fait, parce que c'est la vie et parce que parfois c'est difficile, et je chemine avec, je me mets en mouvement avec, mais voilà, et j'absorbe en même temps une partie du poids que c'est de cheminer avec ça quoi. Il y a quelque chose là qui est presque inadmissible en fait. Il faut absolument en parler à l'autre tout de suite dans ta question. Et voilà, et pour moi ça parle d'anxiété du lien, enfin en tout cas d'insécurité du lien. Tout à fait. Alors il y a 2 bémols que j'ai envie de mettre, en tout cas pour élargir un peu la grille de lecture. C'est que, alors évidemment, on peut se confier à son partenaire, évidemment. Surtout quand c'est des problèmes qui le concernent ou qui concernent le couple aussi. Exactement. Il y a ça aussi. Mais c'est toujours important d'essayer de prendre soin, de vérifier si l'autre est OK avec le fait de recevoir ça ou pas, quoi. Donc ça demande beaucoup de communication. Et on t'en parlait tout à l'heure, les moments où voilà, on a dû fixer chacun nos limites et du coup apprendre par rapport à ça aussi à OK, là je suis peut-être en train un peu d'exagérer, surtout être curieux et attentif au body language de l'autre. Parfois je sais que par exemple maintenant j'ai appris que toi le midi quand tu rentres du boulot et que tu viens manger à la maison, t'es pas disponible pour parler. Toi, t'es le dans matin ton truc, non plus, je suis un peu fatiguée. T'es sur ton t'es en train d'écouter un podcast, tu rentres, c'est compliqué, voilà. C'est mon moment de pause déjeuner entre la matinée qui a été dure et l'après-midi qui va être dure aussi, donc j'ai besoin de souffler pendant la pause déjeuner. Voilà, c'est ça. Et du coup moi parfois comme je suis un peu seul à la maison parfois, voilà. J'ai besoin de parler, donc du coup t'arrives et je sens que je te gonfle parfois quoi, et maintenant j'ai appris à le repérer en fait. Je vois très bien quand t'es pas capable d'accueillir ce que j'ai à te dire, et en fait c'est ok quoi, enfin c'est pas voilà, c'est plus un problème maintenant. Le deuxième point que je voulais dire par rapport à ça, c'est le rôle de l'autre là-dedans aussi, parce que en fait t'es pas seul dans une configuration comme celle-ci où tu te plains à ton partenaire. Évidemment qu'il y a une interaction avec lui et que voilà, faut prendre en compte aussi l'aspect relationnel de ce qui est en train de se passer. Et si tu as tant besoin de parler de tes insécurités à l'autre, ça parle de ta propre insécurité, mais ça parle aussi peut-être de la façon qu'il a de t'autoriser à faire ça, de te le permettre en fait finalement. Et je pense qu'il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, si jamais ton partenaire a un syndrome du sauveur, entre guillemets, ou de l'infirmier, ou de l'infirmière, qui nie ses propres besoins, qui a tendance à nier ses propres besoins pour être tout le temps dans cette posture maternante, d'anticiper les besoins des autres, pour te materner, ou voilà. Oui, ça peut clairement t'y inciter. Ou au contraire aussi parfois des partenaires qui sont un peu plus évitants et qui ont ce côté qui sont pas en connexion avec eux et qui du coup peuvent donner cette illusion de stabilité, ne pas être conscient de leurs limites et être voilà, donc il y a quelque chose qui se joue à deux. J'en sais rien en fait de ce qui se passe dans ton couple, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que si toi tu confies toutes tes insécurités à l'autre, c'est qu'il y a quelqu'un en face pour les absorber. Et d'ailleurs, on se permet pas de faire ça avec n'importe qui. Il y a des gens qui te signifient très rapidement, qui peuvent pas recevoir, et donc naturellement, tu vas pas avoir envie de le faire. Donc si tu as envie de le faire, c'est qu'il y a une configuration relationnelle qui te permet de le faire. Et ça, c'est important de le mettre en exergue et d'en parler, parce que du coup, il peut y avoir des dynamiques, encore une fois, la fusionnelle, mais dans le mauvais sens du terme, qui peuvent être très mauvaises. Et en général, quelqu'un qui tait ses besoins pour t'écouter en permanence, il n'est pas vraiment là. À partir du moment où on n'a pas appris à écouter ses besoins et qu'on est en permanence dans l'aide des autres, on n'est pas en train d'aider les autres en fait. On peut les aider, mais on perd énormément d'énergie. En fait, il y a de la tension, il y a du stress, il y a
c'est de la réponse traumatique, ça c'est pas normal, hein. Ouais. D'être en permanence en train de se sacrifier pour les autres, c'est quelque chose qui est Oui, je suis d'accord. donc c'est possible que tu sois face à quelque chose comme ça. Donc Et puis aussi, vous allez rentrer dans une dynamique de couple où vous allez focus que sur les trucs qui vont pas. ouais. Et je trouve que c'est important de le dire aussi, tu Mm. vois. Ok, des fois, il y a des petites insécurités, bon, on en parle, etc. Mais, enfin, je pense qu'il y a un effort à faire aussi de souligner aussi quand ça va bien, quoi. Ouais. Et pas Ouais. tout le temps, parce qu'en fait, il y a un risque de s'enfermer dans cette Mm. boucle de ça va jamais, ça va jamais, ça va jamais. Je sais pas Ouais. si tu vois ce que je veux Bien dire. sûr, Et ça fait peser un truc sur le couple qui, franchement, est déprimant, quoi. tout à fait, Donc, ouais. tout à fait. Maintenant, on peut passer à la deuxième Ouais, question. ouais. J'ai l'impression qu'on est obligé de finir déçu des gens ou de réaliser qu'ils ont des côtés qui ne nous plaisent pas ou plus. Bah là, on est également dans cette idée du tout ou rien. Pour moi, on est encore dans l'idée de la rupture-fusion, là, ou de la fusion-rupture. Mhm. C'est-à-dire, on est soit complètement en accord dans une forme de fusion, on peut le dire, hein, où on s'illusionne sur l'autre, on s'illusionne sur ce qui est en train d'arriver, on est dans un truc. On a enfin restauré l'unité originelle avec l'autre. Peut-être parce que chacun tait ses besoins et du coup s'adapte tout le Voilà. temps, s'adapte trop à l'autre. Et en fait, dès qu'il y a un truc qui finit par clocher dans la relation, bah en fait, on est entièrement déçu, quoi. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Et là, moi, ça me parle, voilà, c'est rupture-fusion. Mais en général, c'est que tu commences par l'illusion et ensuite, quand tu apprends à découvrir, c'est là que viennent les déceptions parce que les masques tombent, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et justement, en fait, pour moi, la relation adulte, c'est être capable de tenir les deux ensemble, de concilier les deux. C'est-à-dire de concilier ce qu'il y a d'absolument miraculeux et de magnifique dans une rencontre, Ouais. et en même temps, ce qu'il y a de moche qu'on se réveille l'un l'autre à travers la rencontre et à travers la relation surtout. Mm. Et en fait, tenir les deux ensemble, c'est ça pour moi une relation adulte, en fait. Et c'est ça aussi peut-être l'enjeu du couple. Complètement. Et en fait, ouais, en fait, c'est l'idée de cheminer avec ça sans déni et sans complaisance non plus. On porte les deux ensemble, quoi. Et on décide en conscience de cheminer avec ce qui va pas et de s'éclater avec ce qui va, quoi. Et aussi en étant à la fois clément, en faisant preuve de compassion quand ça va pas, au maximum, bien sûr, parce que parfois c'est compliqué. Et aussi de fermeté, d'être capable de poser ses limites, de dire ah là en fait ça ne va pas, mais tout en gardant le cadre, tout en disant non mais ça ne détruit pas la relation. Là on n'est pas d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on va se séparer. Alors parfois bien sûr des accords très profonds peuvent mener à une séparation et c'est sain. Mais quand je veux dire c'est qu'une relation vraiment sécure de long terme, c'est ça aussi, c'est la capacité à cheminer avec ce qui va pas dans ce qu'on traverse. Puis sortir de l'illusion que l'autre va pas changer aussi, enfin, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire derrière ça? Bah, elle dit qu'après on est déçu parce que la personne n'est pas comme tu l'avais imaginé, etc. Mais même si à un point au début de la relation et même pendant les 2-3 premières années, même si elle est exactement comme tu l'avais imaginé, si tu penses rester longtemps avec cette personne, des années, bah après il y aura les gosses, tu vas vieillir, donc la personne elle va changer, quoi. On change toujours. On change tout le temps, donc forcément il y a des moments où il y a des choses qui vont nous décevoir, donc c'est pour ça pas trop avoir d'attente aussi. Ouais. Tu vois, pas trop poser d'attente. Ouais, c'est-à-dire que c'est toujours l'illusion de la bonne personne. Pas trop de projection sur la personne. Parce que si t'es déçu, c'est parce que t'as vu des projections, tu vois. Mais en fait, c'est ça, ça parle de l'illusion de la bonne personne. C'est-à-dire, si je trouve la bonne personne, on va pouvoir cheminer ensemble. Il y a une partie de vérité là-dedans. Ouais, mais en même temps, il y a un truc heureusement. qui est faux, parce que la bonne personne, c'est la bonne personne à un instant T. C'est une projection, c'est une construction. Ça n'existe pas une bonne personne. C'est-à-dire, on est en permanence mouvant, comme tu l'as bien dit, et on change en fait. C'est-à-dire, l'ego et l'identité, c'est une illusion. C'est une illusion tenace qui est importante, parce que sans identité, on se dilue. sans histoire, on serait complètement dilué, donc il en faut. Mais si on base toute la relation sur cette personne est dans cette identité-là, et c'est la bonne, en fait, on passe à côté de l'évolution en fait de ce qu'on est. Genre, Anna et moi, on est foncièrement différents. Et on a tellement changé, en fait. On a tellement changé. Complètement différents, quoi. Ouais. Et pourtant, on s'aime encore. Ouais. Donc en fait, c'est plutôt insister sur le lien et sur le chemin que sur est-ce que c'est la bonne personne pour moi dans l'absolu, parce que ça, c'est toujours une illusion en fait. Ouais. Donc ça me paraît essentiel de le rappeler. Alors, pensez-vous que l'on peut avoir peu de contact physique et s'aimer quand même dans un couple, sous-entendu? Alors, si par aimer tu veux dire couple, parce que c'est ce que j'ai compris, sincèrement pour moi la réponse est non, quoi.
Voilà. Parce que là, on parle pas uniquement de sexualité, on parle de contact physique au sens global. Alors, je précise. Là, Oui, je je parle de pense qu'il couple. faut préciser. Moi, je hein. parle de couple. Je suis absolument pas en train de critiquer des relations platoniques dans lesquelles il n'y a pas de contact ou même de sexualité. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'épanouir là-dedans. Mais pour moi, c'est pas un couple, quoi. Pour moi, c'est pas un couple, ça. C'est de l'amitié, du platonique, de l'estime. En fait, là, on Mais parle c'est du couple. pas... Là, on parle du couple amoureux. On parle pas du Bien couple sûr. amical, parce que je pense que les gens peuvent se dire un couple, c'est plein de choses, tu vois. Ouais. Là, on parle du couple amoureux, quoi, dans le sens amour, quoi. Ouais. Et voilà. Et en fait, il y a ces couples qui, par exemple, qui ne font plus l'amour depuis des années. Je pense qu'ils sont soit au mieux dans une profonde amitié. Ouais. Et c'est très beau. Enfin, ça peut être beau aussi. Hein. Je critique pas, mais juste, je Mais dis c'est pour moi, pas c'est pas du l'amour couple, amoureux, quoi. c'est l'amour amical. Ouais. C'est une forme d'amour, hein, mais là, on parle pas de celui-là, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il faut préciser. Ouais. Mais et voilà, donc c'est au mieux d'une profonde amitié, et au pire, c'est une coloc, quoi. Tu vois. Ouais. Avec quelqu'un avec qui, enfin voilà. Et en fait, moi, pour rappel, j'aimerais rappeler un truc, c'est que pour moi, l'amour couple, l'amour, ouais, l'amour couple, ça prend en compte peut-être les 3 dimensions de l'amour. C'est-à-dire l'amour éros, donc l'amour, le désir, la dimension désirante et Sexuelle. charnelle, pas seulement sexuelle aussi, du contact, au sens du contact, parce que là, c'était la question, on peut avoir Ah peu oui, de oui, contact d'accord, physique, ok, quoi. ok. Oui, Donc oui. ouais, au sens Pas du- forcément sexuel, non, mais... pas forcément sexuel, mais avec cette dimension quand même, là, Ouais. l'éros, l'amour charnel incarné, quoi. C'est-à-dire, et du coup, incarné, Le c'est-à-dire toucher, quoi. la relation entre 2 corps, quoi, quand Ouais. même. Tu vois. Ok, ouais. L'amour philia, qui est l'amour qui est une forme d'amitié en fait profonde, qui donne aussi filiale, c'est l'amour d'un père pour son fils ou d'une sœur pour son frère, ou voilà, qui est une profonde bienveillance et une connexion. Voilà, qui dépasse le lien charnel, on va dire. Ok. Et il y a l'amour agapé, qui est une espèce d'absolu. Et là, là, on est plus dans la dimension du lien très fort, presque spirituel, qui nous unit. Et pour moi, le couple, eh bien, il rassemble ces 3 dimensions. Ok. Et en fait, s'il manque l'éros, c'est quand même une fondation. Je veux dire, on est des êtres incarnés. Et surtout, en plus, après, je pense qu'il peut y avoir des cas, par rapport à la norme, qui sont très, par exemple, des gens qui sont asexués, c'est-à-dire qui n'ont vraiment pas de désir, quoi. Et je pense Oui. que dans ce cas-là, on peut parler d'une forme de couple si jamais il y a une entente pour cheminer ensemble. Mais là, je pense que la question, c'était pas ça. Mais là, sincèrement, je pense pas, quoi. Je pense que, ouais, je pense pas. Ça, Et donc, dans Ça, c'est une l'écrasante minorité de majorité gens. des Ça, c'est une cas, minorité, ouais. à partir du moment où vous avez une libido et qu'il n'y a pas de contact physique dans votre couple, c'est un problème, quoi. Voilà. À partir du moment où vous avez une libido, je veux dire, hein, tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas, si l'un des deux a une libido, quoi, et que vous êtes dans un couple exclusif. Enfin, voilà, il y a une tension à cet endroit-là, quoi. Et j'ai pas envie de dire pour autant que la sexualité est le ciment du couple. On entend ça souvent. Je pense que c'est pas vrai, mais ça veut pas pour autant dire que c'est pas important le contact physique, quoi. C'est Au moins les câlins, les caresses, la tendresse. Ouais. Pour moi, ça me semble essentiel, en fait. Voilà. Ouais. Après, ça, c'est juste notre point de vue. Hein. Mais après, encore une fois, je veux dire, je suis pas du tout en train de complètement, critiquer des gens qui décident d'habiter ensemble et qui ont des types de relations. Moi, je suis absolument pour la créativité relationnelle. Et pour moi, une relation, ça peut être très riche. Il peut y avoir plein de gammes relationnelles. Et je critique absolument pas les gens. Moi, je me verrais qui, pas être voilà. en couple avec toi et qu'on se touche pas, quoi. Ouais. Mais par contre, oui, effectivement, voilà. C'est-à-dire à partir du moment où on dit qu'on fait couple et qu'il y a, voilà, et que l'un des deux au moins a de la libido et qu'on est dans un couple exclusif, c'est un problème s'il n'y a pas de contact, quoi. Bien sûr, c'est un problème. On va pas se mentir. Bah, je pense qu'il y a aussi un truc, moi ça me fait penser au langage de l'amour. Ouais. Peut-être que chez certaines personnes, le contact ne rentre pas en jeu dans leur langage de l'amour, tu vois. Ouais, Ils n'ont pas appris que le contact, c'était lié à l'amour. Tu vois. Ouais, tout à fait. Je pense que nous aussi dans nos éducations, moi je fais beaucoup de câlins avec mes parents, etc. On est très tactile. Et il y a une vraie chaleur, tu vois, des corps. Et je pense que du coup, c'est vrai que moi, j'ai appris que c'était ça l'amour aussi. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas ça dans leur logiciel aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je te dis encore une fois, je critique pas ça. C'est-à-dire, il faut tout pour faire un monde. Hein. Là, c'était la question, c'est peut-on avoir peu de contact physique et s'aimer quand même? Bah, il manque une dimension à l'amour couple. Alors, on peut s'aimer bien sûr dans d'autres dimensions, mais pour qualifier ça de couple, s'il manque l'amour charnel, il manque une dimension, clairement. Donc on est dans quelque chose qui est autre. Mais c'est très bien aussi, hein. C'est juste, je dis, on est dans quelque chose qui est autre, avec des enjeux qui sont autres, et voilà, quoi. Et puis la question aussi derrière, c'est quand elle dit peu de contact physique, est-ce qu'elle dit peu de relations sexuelles, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que tu peux avoir pas des gros
besoin sexuel, tu vois. Mais ça se trouve, derrière, elle signifiait pas... ça se trouve, elle fait des câlins et tout ça. Ouais. Donc la question est pas assez précise Non, aussi. il y a pas assez... Mais justement, il y a eu d'autres questions après qui résonnaient Alors, pas mal, vas-y. donc on va y aller, parce Ouais. que c'était vraiment... On a eu une salve de questions dans ce sens-là. Mon copain n'est pas tactile et n'est pas friand de communication. Ah voilà. J'essaie de lui expliquer, mais j'en souffre et pleure souvent. Ah bah je comprends. Voilà. Et en fait, donc là, on a une précision un peu... C'est comme si on s'était approché du feu par rapport à la question précédente qui était un peu plus globale. Ouais. Et là, pour moi, on est dans quelque chose qui est une question de limite, bien sûr, parce que là, il y a une souffrance qui a l'air très forte. Ouais. Et donc, effectivement, là, c'est la question est de savoir, est-ce que toi, tu es capable de tolérer, parce que visiblement, c'est un besoin important pour toi et qui ne peut pas être comblé dans cette relation. Et là, je dis bien le terme besoin. C'est pas une envie ni un caprice, c'est un besoin. Donc là, c'est la question est de savoir... est-ce que tu es prête à faire une croix sur un besoin vital pour toi, quoi. Donc ça, c'est vraiment une question de limite pour le coup. Parce que si ton conjoint est pas tactile et que c'est sa nature et qu'il n'a pas forcément envie de changer, tu vois, enfin, Tu peux pas le tu changer. peux pas le changer. Hein. Mais la question qui m'intéresse derrière, et ça c'est encore une fois le truc, c'est on va essayer d'amplifier un peu, on va pas rester dans un truc uniquement personnel, on va essayer de prendre la dimension relationnelle. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pourquoi, alors que tu sembles tactile et aimer la communication, justement, puisque ça met en exergue que c'est un besoin pour toi, le fait que de te... Oui. Voilà. Et ben pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu es en couple avec quelqu'un qui ne peut pas combler ces deux besoins, qui sont encore une fois des besoins qui ne sont pas anodins. On n'est pas en train de parler d'aimer les Pichets d'eau ou le Paris Saint-Germain. Oui, tu vois ce que je veux dire ? bien Là, sûr. on est en train de parler de choses essentielles en fait. Ouais. Donc qu'est-ce qui fait que tu es en relation avec quelqu'un que tu sembles aimer et qui n'est pas capable, par sa constitution même, de t'aider à combler un besoin qui est un besoin essentiel pour toi ? Pourquoi toi ? Pourquoi lui ? Pourquoi vous ensemble ? Pourquoi avoir choisi ce contexte relationnel en fait dans lequel tu es empêché finalement de combler ces besoins qui sont encore une fois des besoins essentiels. Et ça pour moi c'est quelque chose auquel j'ai absolument pas la réponse tout de suite. C'est quelque chose d'aller voir pour moi peut-être même en thérapie. Ouais. Moi je sais que c'est ce que je fais en thérapie. C'est-à-dire on essaie de voir qu'est-ce qui fait qu'il y a des schémas souffrants dans la relation. Qu'est-ce qui fait qu'on s'empêche à travers la relation. Parfois à travers l'autre aussi, à travers ce qu'on manifeste à travers l'autre en fait, à travers la personne qu'on choisit. Et ça c'est ce qui m'intéresse profondément. Moi c'est mon approche en tout cas en thérapie. Peut-être je peux partager mon expérience avec mon ex, oui. Celle avec qui je sortais avant toi, et j'étais un peu dans ce cas de figure là en fait. C'est-à-dire moi je suis quelqu'un de très tactile, et elle pas du tout. Elle me repoussait en fait. À chaque fois que j'essayais d'initier le contact, il y avait quelque chose qui pouvait pas l'accueillir chez elle du tout, et qui pouvait pas combler ce besoin qui était très important. Et donc je me suis posé la question de savoir pourquoi je faisais ça, pourquoi j'avais choisi de relationner avec quelqu'un qui me mettait face à mon incapacité à combler ce besoin, quoi, en fait, qui me mettait face à finalement à une impasse, quoi. Pourquoi j'avais choisi ça ? Parce que je l'ai choisi cette personne, je suis allé la chercher en fait. Hein. Ouais. Et t'as su assez rapidement en plus qu'elle était pas tactile, ouais. j'imagine. Et pourtant je suis resté coincé 1 an et demi là-dedans, quoi. Donc il fallait que je reste coincé là-dedans. Et pourquoi, quoi ? Et il y a plein de réponses à ça en fait. Hein. Je pense que c'était une moment de ma vie aussi où je sortais de chez mes parents. J'avais habité toute ma vie avant chez mes parents. Je pense que j'avais une vision qui n'était pas très claire de mon identité, parce que j'avais été très couvé aussi, je pense. Et donc c'était une fille jolie qui me valorisait peut-être dans mon rôle de sauveur aussi. Et comme j'avais pas une identité assez forte pour exister autrement qu'en tant que sauveur, en fait c'était un moyen de me créer de l'identité, de rejouer aussi un vieux scénario, je pense, qui est que quand on aime, on se sacrifie pour aider l'autre, quoi. On sacrifie ses besoins en fait. Parce qu'elle allait pas bien, et du coup ça me flattait là-dedans, et c'était un vieux scénario, et ce scénario d'anticiper en permanence les besoins de l'autre et de taire les miens. Et donc il y avait un peu de tout ça. Alors c'était peut-être encore plus complexe que ça évidemment, mais il y avait un peu de tout ça dedans. Et donc je pense que c'est pour ça que je parle de thérapie, parce que je pense que c'est intéressant d'aller regarder ça. Et à partir du moment où ça est remonté à la conscience et où on l'a vu, moi ça m'a beaucoup aidé derrière, quoi. Parce qu'après j'ai pas réitéré l'expérience. Après j'ai rencontré Anna et moi je suis très tactile. Et voilà. Voilà. Bon alors question d'après qui est très intéressante aussi, parce qu'on est quasiment dans la même question là. Mon copain a des désirs très intenses. Je me sens comme envahi, parfois j'étouffe de son désir. Oui, alors c'est l'inverse. clairement un miroir de la précédente là. Ouais. Ou la précédente où c'était mon copain n'est pas tactile et je souffre de ça. Alors ouais, en fait là il y a quelque chose qui n'arrive pas chez vous deux là, vous n'arrivez pas à vous rejoindre à travers la sexualité. Hein, lui son désir peut pas aboutir parce que tu peux pas l'accueillir. Toi, ton désir à toi, il est peut-être malmené par son désir trop fort à lui, et du coup, il n'est pas accueilli de la façon dont t'aimerais. Enfin, il y a tout ça qui se joue.
Et en fait, c'est une question difficile aussi. Je pense que j'ai pas assez d'éléments pour répondre. Il nous manque beaucoup de paramètres. Il y a un premier axe qui pourrait être que la sexualité, c'est pas seulement la sexualité. La sexualité, c'est aussi le reflet de beaucoup d'autres choses. Là, c'était Jung, d'ailleurs, qui parlait de la libido, non pas comme étant simplement une force sexuelle, mais comme étant une force, l'énergie créatrice dans son ensemble, dont la sexualité est une manifestation très forte. Donc, c'est le reflet de beaucoup d'autres choses, l'énergie sexuelle. Et il faudrait peut-être aller regarder d'autres endroits de votre couple, en fait, pour essayer de comprendre ce qui se joue quand il t'étouffe avec son désir, quoi. Il faut aller regarder, peut-être investiguer. Parce qu'un problème sexuel peut être lié à un problème aussi au niveau, un déséquilibre à d'autres niveaux du couple, au niveau du couple financier, au niveau du couple affectif. Donc il faut regarder toutes ces dimensions pour voir ce qui se joue, en fait, et qui peut créer ce malentendu au niveau de la sexualité. Et puis aussi explorer aussi cet endroit où lui peut être satisfait dans son désir sans forcément qu'il y ait d'actes sexuels aussi. Bien sûr. Ça, c'est plus concret, tout simplement, mais tu vois. Tout à fait. Et c'est pour ça, ça parle aussi peut-être des différents langages de la sexualité. Bien sûr. Il y a, je crois qu'il y en a 5, et tu sais, c'est Filiosa, la fille d'Isabelle Filiosa. Je sais plus exactement son nom. Mais je voyais ça sur Instagram récemment et je vais acheter son bouquin parce que ça a l'air très intéressant. Ouais. Elle parlait des 5 langages de la sexualité. Ouais. Et je crois qu'il y en avait 5, c'était mental, sensuel, émotionnel, physique et énergétique. Okay. Filiosa, elle s'appelle. C'est son nom de famille. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. J'aimerais bien l'avoir dans le podcast parce que je trouve ça passionnant. Mais oui, peut-être aussi que puisque c'est limité à la sphère sexuelle et qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de votre façon d'exprimer et de vivre votre désir qui est pas aligné. Voilà, dans tous les cas, il faut investiguer ce non-dit parce qu'il y a clairement un non-dit à cet endroit-là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'étouffement, c'est pas anodin. Donc ça va se faire en étant curieux, en posant les bonnes questions à l'autre, en essayant de pas le diaboliser, en essayant de comprendre ses besoins aussi et de mieux se comprendre soi-même. Ouais. Donc c'est un travail d'exploration. C'est plutôt une bonne nouvelle finalement. C'est un travail. C'est que cette situation t'invite à comprendre, à essayer de mieux comprendre, de mieux te comprendre et de mieux le comprendre, quoi. Donc c'est peut-être aussi une occasion de croissance et pour votre couple. Alors encore une fois, là on est dans une salve de questions sur la sexualité. Comment gérer un gros manque de libido de son partenaire ? C'est un petit peu la même. Ouais, ça ressemble un peu. Il y avait d'autres choses peut-être que je voulais dire. Non, mais juste par rapport à ce que tu viens de dire du coup juste avant, par rapport à la libido, tu vois. Mais la libido, parce que là elle parle de libido clairement, mais toi tu disais que la libido c'est pas que sexuel. Ouais. C'est peut-être qu'il y a quelque chose chez ton partenaire qui arrive pas à s'exprimer dans sa vie en général. Tu vois. Il se sent peut-être plus vivant. Moi, je sais que toutes les périodes où j'ai moins de libido, c'est que, soit j'étais sous pilule, mais ça peut-être on en parlera dans un épisode. Donc ça, c'était pas trop de ma faute, mais voilà. Là, ce serait intéressant de faire un épisode là-dessus. Ouais. Là, mais ouais. Et aussi les moments où tout simplement je me sentais pas vivante, quoi. Pas que ce soit dans mon métier, que ce soit dans plein de domaines de ma vie en général. Et ça avait un impact énorme sur ma libido. Et effectivement, moi, je suis persuadée que tout ça est lié. Et quand on parle de libido, c'est clairement pas que d'un point de vue sexuel. Donc peut-être aller explorer ensemble, essayer de communiquer sur un blocage qui est peut-être aussi ailleurs dans sa vie. Ouais, tout à fait. Mais le truc, c'est qu'après, il y a aussi le risque de se mettre à le culpabiliser. C'est-à-dire, tu vois, essayer de se mettre dans une position de le sauver par rapport à ce problème. Et qui peut être... non, justement, je trouve qu'il y a une forme de culpabilité qui se crée surtout quand tu parles de sexe, je trouve. Parce qu'il y a un truc un peu tabou avec le sexe. Ouais. Et je pense que si tu lui dis justement que c'est peut-être ailleurs qu'il faut aller voir, ça va peut-être lui libérer la pression. Parce que souvent, quand on n'a pas de libido, aussi on culpabilise de ne pas en avoir. Ouais. Et du coup, on se met une pression énorme, ce qui fait qu'on en a encore moins. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est un truc de décaler le problème, en fait. Et en fait, si tu décales le problème, ça va libérer la pression au niveau sexuel, je pense aussi. Tu vois ? Ouais. Moi, je pense que ça peut plus aider qu'autre chose de faire ce renversement-là, en fait. Puis il y a peut-être aussi un truc, aussi en fonction, là, on n'a pas assez d'éléments pour répondre, mais aussi, est-ce que ça dure depuis très longtemps ou pas ? Si ça dure depuis pas si longtemps que ça, il y a peut-être un truc à dédramatiser, parce que parfois, il y a peut-être des solutions aussi qui peuvent être envisagées. Par exemple, je sais que on peut en parler. Oui. Anna, toi, la pilule, vraiment, en fait, on s'est rendu compte, on pensait que c'était devenu une normale que t'aies pas de libido, entre guillemets. Oui. Et alors qu'en fait, on s'est rendu compte que vraiment la pilule avait un impact très très néfaste sur ta libido, quoi. Oui. Et en ajustant ça a réglé le truc, tu vois. Ouais.
Donc parfois, il y a vraiment des causes mécaniques comme ça aussi, hein, les causes hormonales, des choses comme ça. Des gènes, peut-être qu'il y a des endroits dans votre sexualité où il se sent pas à l'aise et du coup ça le bloque. Enfin, en vrai, il peut y avoir tellement de. On n'a pas vraiment la réponse. Mais parfois, il y a des, il y a des, il y a des choses comme ça. Après, si la situation dure depuis très longtemps et que vous êtes dans un couple exclusif, effectivement, ça peut générer beaucoup de souffrance, quoi. Donc, faut en parler. Donc il y a quelque chose du fait d'en parler. Et au-delà de ça, dernier point aussi que je veux dire, c'est encore une fois, on va dézoomer un peu et on va arrêter de considérer le problème uniquement en mode ce qui va pas chez lui parce qu'il a pas de libido et comment faire. Et aussi regarder qu'est-ce que toi t'apportes dans le problème. Non pas en disant que tu es une partie du problème, quoique, parce qu'on est toujours peut-être une partie du problème dans une situation relationnelle. Mais bon, j'aime pas le dire comme ça parce que c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, faire attention à l'énergie que tu vas apporter à l'intérieur de ce problème relationnel parce que ça a une influence directe sur ce problème en fait. Oui, c'est ce que je disais par rapport au truc de faire peser la pression. Ouais, de faire peser la pression. Et je pense que notre société n'aide pas parce que comme notre société est hyper sexualisée, il y a une illusion d'abondance à ce niveau. Ouais. On va pas en reparler, mais à travers tout, c'est-à-dire tout est sexualisé, vraiment tout. Et donc du coup, on a accès en permanence à en fait des contenus sexualisés de par cette illusion d'abondance qui est cultivée partout ailleurs dès que tu ouvres le moindre réseau social. Et ben en fait, faut faire attention peut-être aussi à ça parce que ça peut amplifier le phénomène, tu vois. Ça veut dire, en fait, lui, il a pas de libido alors qu'il y a tellement de choix ailleurs et ça peut créer en fait une espèce de phénomène de comparaison malsain qui peut clairement aggraver le problème. Ouais. Plutôt que simplement être en mesure de le traverser en trouvant des solutions plus plus personnelles, qui sont moins dans une projection, quoi. Et je pense que ça peut vraiment jouer en fait. Mais le fait de se comparer en permanence, d'avoir toutes ces tentations extérieures en fait en permanence, et je pense que ça peut jouer aussi dans la pression que ça peut faire peser sur la personne de plus avoir de libido, quoi. On en avait parlé dans l'épisode avec Maureen Mellet. Ouais. Tu te rappelles ? Ouais. On avait parlé. Et donc ça, c'est pas anodin du tout en fait. Hein. C'est pas anodin parce qu'on est votre couple, il s'inscrit dans une société qui est cette société actuelle qui n'est pas anodine, quoi. Ouais. C'est pas anodin, quoi. Et à la fois, les gens ont jamais fait aussi peu l'amour, je crois, dans les statistiques. Oui, et à la fois, on n'a jamais autant parlé de sexe. Et je pense que c'est pas anodin. C'est pas, mais même c'est pas, c'est peut-être lié, peut-être, tu vois. On vit dans l'illusion du choix. On peut toujours avoir mieux. Et du coup, comme on peut toujours avoir mieux, on est en permanence diverti vers l'extérieur, alors que ce qui crée la sexualité à la base, c'est quand même le lien. La sexualité, c'est quand même le lien, le terreau de la sexualité. C'est pas un truc mental, de projection par rapport à une image. Non, c'est le lien. Et donc ça peut contribuer déjà à... Alors je dis pas que c'est ton cas, mais je dis que ça peut être une tentation, c'est de mentalement comparer ton partenaire en se disant ouais, peut-être que je pourrais avoir mieux, etc., etc. Et je sais que c'est très difficile parce que en même temps, je comprends cette tentation. Mais là, en plus, c'est en partant de l'idée qu'on est dans un couple exclusif. Hein. Et puis aussi, peut-être, ce truc de revenir aussi dans la relation, quoi. Parce que souvent, quand tu penses que t'as pas dit... Moi, des fois, ça m'arrive. Je vais vous parler de mon expérience. Des fois, j'ai l'impression que j'ai pas de libido à ce moment-là. Et en fait, on se fait un câlin, on se reconnecte à la relation. Et le truc, il revient naturellement. Ouais. Et si on s'était pas reconnecté à la relation... j'aurais pensé que j'avais juste pas de libido. Ouais. Il y a ça aussi beaucoup, je pense. On oublie de revenir à la relation. Mais ça parle des langages de la sexualité aussi. Et on est trop divertis sur nos téléphones, parce qu'on regarde des films. Et peut-être au lieu de regarder un film le soir, mettez-vous au lit et faites des câlins. Ouais. Peut-être que ça va revenir tout seul, tu vois. Parce que du coup, vous fuyez en regardant un film et après, vous allez vous coucher tout plan et tout. Et du coup, c'est sûr que vous laissez pas la place aussi à la libido de s'inviter dans votre... tu vois, dans votre câlin. 100%. Tu vois, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Donc, revenir aussi à la relation et à l'attention que vous portez à la relation. Ouais. C'est complètement juste, en fait. Et on se met moins la pression quand on fait ça aussi. Ouais. Parce que du coup, on est juste parti pour faire un câlin, donc il n'y avait pas la pression. Alors que si tu dis, ouais, on va voir un film, du coup, ça va nous mettre dans une sorte de truc, et après, du coup, tu vois ce que je veux dire ? T'es déjà dans... Je sais pas comment expliquer. Ouais, il y a un truc de dédramatiser, et de reconnecter autrement et laisser les choses venir, quoi, sans tout. Ouais. Et ça parle aussi de parfois de pas prendre le problème de front
et de faire des décalages, comme on disait tout à l'heure, sur le fait que parfois la libido, c'est pas seulement la sexualité, c'est une énergie autour qui va pas. Oui, c'est et ça. parfois, en décalant un peu le problème, et c'est pareil, là, c'est un peu le même truc. C'est genre, ok, il n'y a pas de libido, du coup, on en fait un problème. Peut-être que tout simplement, vous manquez de lien dans votre couple et de rendez-vous C'est ça. dans lequel vous pouvez simplement être en contact l'un avec l'autre. Peut-être que simplement en rétablissant un peu plus de ça peut, sans attente, ça peut régler une partie du problème, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est une sorte d'équilibre à trouver entre, en même temps, s'imposer ces moments-là, parce que dans notre société, on est tellement tout le temps divertis, on a du mal à s'imposer des rendez-vous réguliers, des câlins, une reconnexion au lien. Donc, une sorte de... j'ai pas non plus envie de dire un truc hyper strict, tu vois, mais quand même une sorte de truc qu'on s'impose, mais c'est pas s'imposer... voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est juste, moi je suis d'accord avec ça, complètement. S'imposer des moments où on se force à quitter les téléphones et à revenir au couple et à la relation. Et en même temps, dans ce truc où tu t'imposes, lâcher prise. Tu vois, donc c'est vraiment un truc, tu vois. C'est pas évident, Parce que s'il y a trop de tension, de rigidité, genre et de rigidité, là, ça coupe toute la libido. Et si en même temps il y a trop de lâcher prise, tu fais plus rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. En fait, c'est un aller-retour constant entre le féminin et le masculin, c'est-à-dire le laisser aller et le cadre, quoi. Complètement. Allez. Entre guillemets, ouais. On change. Alors, on a fait le tour de la question. Des conseils pour débuter avec une personne timide lorsqu'on se connaît peu. Ouais, moi le seul truc que je dirais, c'est ne pas prendre toute la place du coup. Ah ouais, c'est parce trop que bien, en fait, ça. c'est parce que ça se joue à deux, ça, encore une fois, on est d'accord. C'est-à-dire, là, on a l'impression parfois quand on dit que la personne était timide, on s'est exclu du problème en disant elle est timide. On a mis une étiquette, mais en fait, peut-être que tu contribues au truc parce que c'est une personne timide et pas timide avec tout le monde. Toi, quand je t'ai rencontré, t'étais timide, mais quand je te vois avec ta famille, t'es pas du tout timide. Donc c'est bien qu'il y a un contexte relationnel dans lequel tu peux être timide. Et donc, mais tu m'as laissé. Je trouve que tu m'as laissé m'exprimer à notre premier rendez-vous. Mais du coup, j'ai eu l'impression aussi que j'étais timide, mais que ça allait. Enfin, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu, tu vois, j'ai pu prendre confiance pour être de moins en moins timide aussi. Mais je pense que déjà le simple fait que tu qualifies la personne de timide, même mentalement, en fait, elle peut le sentir et être d'autant plus intimidée, quoi. Parce qu'en fait, dis-toi que les personnes timides sont souvent des personnes hypersensibles. Oui. Et donc, ils sont très sensibles en tout cas. Et donc, elles seront d'autant plus sensibles à la délicatesse, quoi, en fait. La délicatesse, c'est peut-être le meilleur moyen de les faire sortir un peu de leur coquille, parce que c'est un mécanisme de défense, en fait, la timidité. Hein, c'est pas juste pour faire semblant. Et non, c'est... Donc voilà. C'est justement, c'est en fait, quand il y a une relation, on est toujours en train d'influencer ce qui se passe dans la situation relationnelle. Et donc l'idée, on met une étiquette sur quelqu'un et moi j'ai rien à faire là-dedans, c'est la personne qui est comme ça. Faut faire attention parce que c'est toujours faux, en fait. Ouais. Une situation relationnelle, on met chacun une énergie dedans et ce qu'on observe n'est pas indépendant de l'observateur. C'est un peu le truc de la physique quantique aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'insères dans une situation relationnelle, tu as une influence sur la situation relationnelle. Tout à fait. Je suis d'accord. Ça me semble très important de le souligner. Totalement. Voilà. Alors mon copain, alors non, celle-ci non, je voulais pas la dire. OK. Alors, des tips pour les évitants désorganisés qui ont du mal à exprimer leur vulnérabilité. Alors c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué dans l'épisode sur l'attachement, je crois que c'était l'épisode 21, je suis pas certain. Remontez peut-être dans les épisodes, je crois que c'était l'épisode 21 il me semble. 21, 22 je crois. Sais pas, je me rappelle plus. Ou peut-être 19, 20, je ne sais plus. Mais en tout cas, si vous remontez dans ces eaux-là, vous verrez qu'on a fait tout un truc là-dessus. Et en un mot, c'est vraiment la reconnexion au corps, quoi. Hein, vraiment, évitant, l'évitement, il y a vraiment quelque chose... Ouais. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais voilà, ça me permet de reparler de cet épisode-là qui était un sujet très complet. Et puis même, en fait, ça me donne envie, pour tout vous dire, de faire des formats d'ateliers sur ces sujets-là parce que j'ai l'impression que c'est des questions qui reviennent beaucoup. Ouais. Et donc, c'est pas impossible que vous me voyez prochainement proposer ça en live sur Zoom. Petit spoiler. Petit spoiler alert, j'utilise cette question pour vous dire ça. Voilà. On va pas trop parce qu'il y a peut-être des choses qui arriveront. Mais voilà, il y a quelque chose, exactement. Alors ensuite, question d'après. Croyance, amour égale émotion forte et passion. Dans ma relation saine, j'ai l'impression de ne rien ressentir. Attends, tu peux redire la question que j'ai pas compris. J'ai une croyance, c'est l'amour égale émotion forte et passion. Ok. Et du coup, dans ma relation saine, j'ai l'impression de ne rien ressentir. Et du coup, elle culpabilise de rien ressentir. Dans sa relation saine, entre guillemets. Ah oui, ok. Bah ça, c'est classique. Hein. C'est le classique, ouais. Bah, pour moi, ça parle aussi d'un système nerveux qui est dérégulé, hein, en fait. En fait, qui associe l'intensité avec le lien. Le lien, ça doit être intense.
Ça parle des blessures d'attachement aussi derrière. Hein. On est un peu dans le même sujet, quoi. C'est-à-dire d'avoir été habitué au fait que être en lien, c'est être dans une intensité très forte. Qu'elle soit positive ou négative, d'ailleurs, parfois, souvent. Et en fait, je pense qu'il y a un truc de réhabituer son corps à quelque chose de plus doux, et du coup, à mettre de l'attention peut-être un peu plus dans des choses qui sont plus apaisées, apaisantes. Ouais. Les choses les plus belles sont souvent les choses les plus simples. Et puis la passion, elle se crée aussi. Elle se crée par des aventures que vous pouvez faire à deux, par de la spontanéité. Ouais. Il y a aussi cette dimension-là. Tu vois, il y a aussi cette dimension. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Ouais, en fait, il y a quelque chose de très passif dans la façon que tu as d'en parler. C'est ça, c'est pour ça. C'est-à-dire, En fait, c'est l'énergie qui me vient. J'ai l'impression que du coup, qu'elle se laisse un petit peu flotter dans ce truc-là, Ouais. qu'elle trouve que c'est sain, mais c'est un peu plat, mais du coup, c'est très passif. Ouais. Bah, recrée, toi, cette passion C'est très juste. qui a peut-être eu au début, mais qui a plus maintenant. C'est très juste. Peut-être si elle n'a jamais existé, entre guillemets, ben, Il crée-la. faut la quoi. créer Crée-la. et vois comment ton partenaire réagit à ce truc-là, tu vois. Ouais, tout à fait. Ça me paraît très juste. Ouais. Ok. Ensuite, un homme qui me rabaisse est-il forcément un pervers narcissique ? Non. Non, pas du tout. C'est simplement un homme avec des insécurités qui les projette sur toi pour ne pas avoir à les reconnaître chez lui-même, quoi. Ouais, c'est un connard, mais c'est pas forcément un pervers narcissique. Ouais, voilà. En fait, tous les pervers narcissiques rabaissent les autres, mais tous les gens qui rabaissent les autres ne sont pas des pervers narcissiques, quoi. Oui. C'est un petit pourcentage de la population, c'est tout petit, les pervers narcissiques. Ouais, il y a tout un truc autour de ça. On est d'accord que c'est pas cool. Hein. Attention, rabaisser les autres, c'est nul. Hein. C'est moins que cool. C'est pas fréquentable non plus. Mais de là à mettre une étiquette qui... Alors, en plus, pervers narcissique, c'est pas un truc qui est médicalement, psychiatriquement... Et puis, je trouve que ça donne une excuse aussi. Tu vois, quand tu médicalises. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, c'est-à-dire que tu dis oui, mais c'est un pervers narcissique, donc vu que c'est un pervers narcissique, il peut rien faire vu que c'est, tu vois, c'est un trouble de la personnalité. Ouais, ou alors tu vois aussi, ce que je veux dire ? ou alors aussi c'est une question de limite, c'est-à-dire de se dire il faudrait absolument que je puisse le labelliser comme pervers narcissique pour que je puisse enfin me barrer, parce que sinon, si c'est juste qu'il me rabaisse, ben ça va quoi. Enfin, il peut y avoir ça aussi. Oui, hein, il peut y avoir ça. Bah oui, c'est les deux trucs. Ouais. Donc voilà, non, c'est pas aussi simple. D'ailleurs, pervers narcissique, ça veut rien dire. Il y a dans les troubles de la personnalité qui recoupent cette réalité de la perversion narcissique. Il y a les antisociaux. Les sociopathes. Voilà, sociopathes, exactement. Psychopathe, c'est encore autre chose, mais ouais. Et t'as aussi troubles de la personnalité narcissique. Oui. Voilà, mais qui sont deux choses différentes. C'est pas exactement la même chose. Donc, mais ça existe quand même, non ? Ouais, ça existe, mais du coup, pervers narcissique, c'est un terme qui est un peu. Parce que tous les narcissiques ne sont pas pervers, par exemple. Tous les narcissiques ne sont pas pervers. Tous les narcissiques. Parce que être pervers, c'est jouir de la souffrance que tu infliges aux autres. Oui, d'accord, je vois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parfois, t'as certains grands narcissiques qui ne sont pas pervers. Ok. Donc. Mais qui font du mal aux autres, hein. Mais c'est pas, il y a pas une volonté de jouissance derrière, quoi. Là, c'est encore autre chose, la perversion, quoi. Tu vois. Donc voilà. En fait, c'est une question complexe, et donc on peut pas dire que non, toute personne qui rabaisse, et non, voilà. Mais en tout cas, va-t'en. Ouais, voilà, c'est ça. Si la personne te rabaisse et que t'as beau lui dire et il se passe rien, bah oui, là pour le coup, fuis. Alors, est-ce que être touché par une belle âme est une forme d'amour selon vous ? Alors oui. Attends, être quoi ? Est-ce qu'être touché par une belle âme est une forme d'amour selon vous ? Je comprends pas la question. Être touché par une belle âme. Si, pour moi je comprends. Est-ce que quand t'es touché par quelqu'un à un niveau, en fait. Ah, quand t'es touché. Ah oui, non, d'accord, j'ai compris. Je croyais touché physiquement. Non, touché par quelqu'un, touché au sens émotionnellement. Dans le sens émotionnellement. Ah oui, non, excuse-moi. Ouais, mais je suis d'accord, c'est ça qui est un peu curieux dans la question, c'est que j'allais te dire, tu me parles de belle âme, c'est quelque chose de très éthéré, c'est quelque chose qui n'est pas incarné, donc quelque chose de très qui est pas incarné, quoi, qui prend pas corps, et en même temps tu parles d'être touché. Oui, c'est pour ça que j'ai pas compris la question. Donc mais en maintenant fait, je l'ai compris. Donc en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait au début du podcast là sur. Et du coup, juste, c'était quoi la suite de la question ? Désolée, je t'embête. Hein. Non, mais attends, ça revient sur. Juste parce que je termine là-dessus, ça revient sur l'amour. Est-ce que l'amour peut être désincarné ? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir de l'amour sans amour charnel ? En fait, il pose la question de savoir si c'est une forme d'amour. Bah bien sûr. Enfin, oui, c'est une forme d'amour. Encore une fois, c'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour, bien sûr. C'est une forme d'amour, ouais, bien sûr. Ouais. Oui, c'est une forme d'amour. Ouais.
tu vas pas te mettre en couple avec Mais toutes pour les faire personnes qui te touchent, par contre, parce que sinon vous allez être très nombreux. Moi, je suis amoureux de Johan, mais je suis touchée par d'autres gens. Ouais, c'est ça aussi. D'un point Voilà. de vue émotionnel, Exactement. les gens me touchent, même des artistes, Ouais. des chanteurs, des voix, Je Ouais. suis touchée par plein de choses, ouais. Ouais, bien sûr. Donc oui, c'est une forme Oui, d'amour, bien mais sûr encore que une c'est fois, une voilà, forme le truc, c'est aussi ça reparle de la définition de l'amour, c'est-à-dire que c'est quoi l'amour? Est-ce que c'est un truc plutôt de la question du couple, quoi? C'est un couple, c'est pas seulement du platonique. Encore une fois, on en revient à ça, quoi. C'est Non, pas mais- seulement être touché par l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une dimension incarnée, c'est-à-dire on le fait exister matériellement. Le couple prend corps, il prend corps dans une sexualité, il prend corps dans une intimité, il prend corps dans des choses en commun, dans un lieu de vie commun, peut-être aussi, dans des aspects financiers en commun, dans des aspects de projets en commun. Il prend corps dans l'existence, tu vois. Et c'est vrai que dans les milieux de développement personnel, il y a beaucoup ce truc de ouais, on est touché par des belles âmes, on vit des trucs, etc. C'est très beau. Et en fait, c'est pas une relation, quoi. C'est pas un truc qui est incarné parce que on se frotte et puis après on s'éloigne, quoi. Oui. Donc c'est une forme d'amour, oui. Et on peut très bien être sur cette fréquence-là et avoir envie de vivre des expériences comme celle-ci. Mais on n'est pas dans quelque chose d'incarné, quoi. On n'est pas dans quelque chose qui prend corps à travers un couple. Va chercher en toi si Est-ce que t'as besoin? cet amour te comble déjà. Ouais, voilà. Tu vois, parce que tu peux être touché par une belle âme, de se dire oh c'est de l'amour, du coup ça me comble, mais en réalité tu te sens seul parce que la personne après elle repart et ouais, exactement. Est-ce que ça te comble? Si t'as été comblé par juste les rencontres que tu fais et que c'est rapide et que ça te suffit, ok, mais ne t'arrête pas à ce truc-là de c'est de l'amour, donc ça me met en joie et puis on arrête là, quoi. Parce que je pense que pour la plupart des femmes ou des hommes qui se disent être dans ces milieux-là un petit peu où on fait semblant de se dire que c'est ce qui nous convient. On connecte, mais en fait on connecte pas vraiment. Non. Tu vois, parce que dans le temps après on voit plus cette personne. Ok, elle nous a touché à un instant T, mais après elle s'en va, tu vois. C'est toujours ce truc de l'intensité. Donc je suis pas sûre, très honnêtement, etc., je suis pas sûre que ça te comble réellement. Va te poser la question en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Alors, c'est quoi l'amour pour vous? Qu'est-ce que vous attendez du couple? C'est connecté, cette question. Moi, j'avais noté l'amour, c'est une coïncidence miraculeuse entre deux êtres. J'avais noté. Oh, c'est mignon. Et en même temps, quelque chose qui se construit et se consolide en permanence. Donc, il y a les deux dimensions. Il y a la dimension, effectivement, d'être touché par une belle âme et d'avoir quelque chose d'intense à cet endroit-là parce qu'on est vraiment touché par l'autre. Oui. Et en même temps, il y a aussi une dimension là qui est, encore une fois, l'amour couple, l'amour dont on parle beaucoup à travers la voie du couple. Et en même temps, une dimension qui est une dimension, encore une fois, incarnée, qu'on construit ensemble, quoi. Ouais. C'est un truc, en fait, du coup, j'écoutais un podcast avec Lisa Azuelos, qu'on aimerait tellement avoir dans le podcast, d'ailleurs. Si elle écoute ce podcast ou si quelqu'un la connaît. Ouais. Et dites-lui de passer dans le podcast. Et elle recevait Stéphanie Briand. Et elle parlait de ce truc-là qui va au bout du mouvement. Ouais. Tu vois, ouais... Je sais plus exactement le contexte, mais en fait, ça me donne cette image-là. Donc, c'est que tu rencontres une belle âme et ensuite, tu fais le choix d'aller au bout du mouvement et de construire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et là, tu vas au bout du truc. Et je trouvais l'image hyper parlante, en fait. Ouais, parce qu'en fait, on a l'illusion que la connexion, c'est un truc qui se joue dans l'instant avec la bonne personne, parce qu'on est flamme jumelle, parce qu'on est hyper connecté, qu'on vit quelque chose de très intense tout de suite, etc. Ça peut exister, mais bon, pour moi, c'est très adolescent quand même. Ouais, je suis d'accord. Je suis navré de le dire, mais pour moi, la vraie connexion, elle se joue après des années ensemble et d'aller chercher... des années ensemble, j'exagère un petit peu, mais en tout cas de passer du temps ensemble, quoi, de vraiment passer du temps de qualité et de concentrer son temps et son énergie sur la personne, quoi. C'est à cet endroit-là qu'il peut se créer une connexion qui peut être très forte et très profonde. Et les liens qui nous nourrissent profondément, ce sont ces liens-là. Ce sont ces liens avec des membres de notre famille avec qui on se connaît très bien et qu'on continue de nourrir et d'alimenter, et avec qui on peut se sentir vraiment profondément en sécurité parce qu'on sait que l'autre va pas se barrer, quoi. Et c'est pareil en couple. Ouais, je suis d'accord. On sait que là, l'autre personne, elle est là, quoi. Elle est là, quoi. Avec ses amitiés aussi de gens avec qui ça fait 10 ans qu'on se connaît et on est là l'un pour l'autre, quoi. Et ça, c'est ce qu'il y a de beau dans le lien, tu vois. Et je dis pas qu'il y a des choses enfin, évidemment que ça peut être beau aussi, des connexions éphémères. Évidemment, c'est beau, que je critique pas ça. Mais s'il y a que ça, c'est un danger, quoi. Vraiment, quoi. On n'est pas des je sais pas, on n'est pas des
sais pas, des électrons dans un atome qui se passent devant comme ça. On est des êtres de relations, de liens, et on se construit comme ça. Je veux dire, la construction d'un être humain, c'est être en lien pendant longtemps avec une famille, en tout cas des figures parentales, un environnement. C'est ça qui solidifie en fait un être humain. C'est pas être une espèce d'ectoplasme qui peut être baladé en permanence et qui appelle ça spiritualité. Et qui se balade de personne en personne, qui butine comme une petite abeille, tu vois. Il peut y avoir de ça, hein, je critique pas ça, hein. Mais je dis juste que sans le lien profond qui nous unit à des relations stables et longues, on est perdu, quoi. Genre vraiment. Ouais. Et ça peut prendre la forme du couple et ça peut prendre plein d'autres formes. L'amitié, ouais. Donc voilà, ça me semble essentiel. Construire des relations, quoi. Aller au bout des relations. Ouais. Ne pas s'arrêter dès qu'il y a un truc qui va pas, ou fuir, pas facile, hein. ou aller au bout du mouvement, comme disait Stéphanie Briand. Alors ensuite, comment gérer la peur de l'abandon ? Alors, la traversée. Je peux donner l'exemple d'un copain, je ne cite peut-être pas son nom, mais je pense qu'il accepterait que j'en parle. Parce que d'ailleurs, il en a déjà parlé. Bref. Où avec sa copine, il y avait ce truc de taire en permanence ses besoins pour en fait ne pas prendre le risque d'être rejeté ou d'être abandonné par l'autre. Et en fait, le jour où il a commencé à s'affirmer et à dire en fait là, je ne plie pas là. Voilà. Mais sans violence, hein. Simplement là, il y a un truc qui est vraiment extrêmement important pour moi, qui est en frein. Donc là, je plie pas, c'est tout. Moi, je vais faire un tour et puis on en discute quand c'est fait. Et de tenir comme ça longtemps. Donc traverser la peur d'être abandonné, c'est-à-dire de ne pas être tout de suite agi par le « oh non, il faut absolument qu'elle m'aime parce que là sinon ça va se terminer ». Et du coup, le fait d'avoir traversé ça a transformé sa relation. Donc encore la peur de l'abandon, elle se traverse. On peut pas la gérer par l'extérieur avec des méthodes, non. Ça se traverse, quoi. Ça se porte et ça se traverse. C'est très difficile. Voilà. Et on vous conseille d'être accompagné aussi. Ça peut être épuisant, mais c'est plus facile si on est aidé par quelqu'un. Tout à fait. Alors, j'ai un partenaire qui, à chaque grosse dispute, souhaite arrêter la relation. Qu'en pensez-vous ? Ben là aussi, ça parle exactement de ce dont on parlait. Ouais, c'est-à-dire, dès qu'il y a un truc un peu négatif qui se manifeste, on arrête la relation. Ouais. C'est l'inverse de ce truc. Interroge-toi de cette personne si elle veut vraiment construire quelque chose, quoi. Enfin... Ouais. Parce que ça, forcément, ça ne te sécurise pas, en fait. Non. Et si la personne, malgré tout ce que vous avez fait, malgré tout ce que vous avez entrepris, si tu vois que la personne, elle peut pas te sécuriser à cet endroit-là, et qu'elle remet toujours la relation en question, bah effectivement, toi, bon courage, quoi. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'une amitié toxique fonctionne comme une relation amoureuse toxique ? Alors oui, mais je dirais que c'est exactement le même mécanisme, mais que c'est peut-être moins intense. Oh, ça peut être très intense, l'amitié aussi. Ça peut être très intense aussi. Hein. Franchement, oui. Mais c'est juste que si tu vis avec la personne et que c'est toxique, il y a vraiment, là, c'est épuisant, quoi. Tu vois, c'est juste ça. Oui. Mais par contre, ce sont exactement les mêmes ressorts. Oui, les mêmes ressorts, c'est la manipulation, ouais. Et donc aussi, je dis un truc à cet endroit-là, on envisage très bien des ruptures amoureuses. Je vois pas pourquoi on n'envisagerait pas des ruptures amicales. C'est vrai. Moi, ça m'est arrivé de le faire. Hein. Je vous le dis sincèrement. Ouais, moi aussi. Une rupture, on dit voilà, écoute, là, c'est plus possible. Ouais. Moi, j'ai besoin de. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Ouais. Mais donc, du coup, ça s'envisage complètement. Donc, c'est pour ça que oui, est-ce que ça fonctionne comme une relation amoureuse toxique ? Ouais, à tel point que moi, je suis carrément. Je dis que ça devrait être. J'ai pas envie de dire que ça devrait être normal parce que effectivement ça fait jamais plaisir de rompre une amitié évidemment, mais quand on sent qu'il y a quelque chose qui s'est allé trop loin et que ça ne va plus du tout et qu'on se nourrit plus, qu'on ne s'entend plus, qu'on n'est plus capable de s'accueillir du tout, et ce depuis des années, il y a un moment, je pense que là, faut arrêter, quoi. Faut arrêter de se voir. Hein. Pourquoi s'infliger ça ? Ouais, moi ça me semble important. C'est pas facile du tout, mais ça me semble important. Ouais. Alors, comment se reconstruire pour être capable d'aimer à nouveau après un chagrin d'amour ? Alors pour moi, tu es déjà en train de voir l'étape d'après, avant même d'avoir pris le temps de vivre ton chagrin. Tu es déjà en train de penser à comment tu vas te reconstruire. Mais avant de reconstruire quelque chose, fais attention à avoir bien démoli le truc avant. Hein. Parce que s'il reste à moitié des fondations qui sont pas très solides de la précédente et que tu reconstruis par-dessus, bonjour les dégâts derrière. Hein. Donc, en fait, après, des fois, ça se fait en même temps. Oui, mais c'est une image pour dire... En même temps, tu te reconstruis, en même temps, tu vois, tu déconstruis. Ouais, mais là, il y a quelque chose dans la question, c'est pour être capable d'aimer à nouveau après un chagrin d'amour, comment on se reconstruit, comment on fait, quoi. Mais t'en es pas à cette étape-là, là. Pour l'instant, vis ton chagrin, vis ton deuil, quoi. Et puis, il n'y a pas de mode d'emploi aussi.
Non, il y a pas, bien sûr, déjà, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, on va pas te donner un meuble Ikea pour reconstruire ta relation. Ouais, il y a ça aussi. Ou une relation. Ouais. Non, et déjà, le premier pas, c'est de vivre ton effondrement Mm. avant de vouloir reconstruire quoi que ce soit d'autre. Mm. Et ça, c'est un truc dont on devait déjà parler. On en a déjà parlé, ouais, ça me dit quelque chose. C'est l'idée que si on fait pas le deuil d'une relation, les relations d'après risquent d'être fortement colorées par le deuil qu'on n'a pas fait. Mm. Donc, c'est important, je pense. Et alors ensuite, dernière question qui est sur la même résonance que l'autre. Comment en avoir sentimentalement plus rien à foutre de son ex? Bah, déjà, c'est pas un mode d'emploi, c'est-à-dire que ça se décrète pas. Donc là aussi, ça parle d'un chagrin qui peut être pas vécu. Tu peux pas forcer le fait d'en avoir rien à foutre, quoi. Et aussi peut-être le fait de te poser la question de que c'est aussi simplement en concentrant ton attention ailleurs, quoi, hein, en faisant autre chose, quoi. Peut-être. Et laisser le temps, laisser le temps et faire laisser autre autant chose. de faire le nettoyage, quoi. Ouais. Ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Bah non. Et puis d'ailleurs, surtout quand t'as été longtemps avec la j'aime pas personne. le terme d'avoir rien à foutre de son ex. Moi, je crois que toute personne nous apporte quelque chose. Ouais, même après des ruptures qui ont été très difficiles dans le passé, où j'en ai énormément voulu pendant des années, aujourd'hui, je peux dire que j'en ai pas rien à foutre de mes ex, en fait. C'est des personnes que j'ai aimées, pour qui je continue d'avoir de l'estime, en fait. Ouais. Et j'en ai pas rien à foutre, quoi, tu vois. Ouais. Que tu les aimes pas, que d'accord, mais en revanche, moi, je trouve que ça peut être un peu dangereux de se couper de son passé, parce que des fois, c'est aussi pour fuir sa responsabilité là, dans le truc aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors qu'en fait, cette personne-là, en fait, elle a quelque chose à t'apprendre, en fait. Et tu vois, et si tu te coupes, tu risques toi-même de devenir la personne. Tu vois ce que je veux dire? Non. En fait, une fois, j'ai écouté un podcast, j'en avais parlé la dernière fois. Ouais. Attends, je vais t'expliquer avec un exemple concret. La fille racontait une histoire sur son ex et elle disait c'était un connard, il m'a fait ça. Et maintenant, j'en ai plus rien à foutre de lui, machin. Je suis passée à autre chose. Et elle raconte comment, dans une relation assez récente, elle a refait, ce que lui a fait son ex. Mais elle ne voyait pas. Moi, je l'ai vue, j'avais envie qu'elle soit à côté de moi et que je lui dise, mais en fait, tu viens de faire exactement ce que tu as reproché tu vois ce que je veux dire? Ce que tu as reproché à ton ex de t'avoir fait. Et le truc de se couper trop aussi de ses relations passées, c'est que, tu vois, j'ai du mal à expliquer avec des mots. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire, t'es pas allé au bout de quelque chose. C'est-à-dire, t'as pas été dans la reconnaissance que ça te touchait. C'est ça. Que ça avait pu t'apporter aussi, que t'avais grandi. Que chacun avait des parts de responsabilité, peut-être, etc. D'être allé vraiment en profondeur dans ce que signifiait ce lien. Et du coup, on se coupe brutalement. Non, j'en ai rien à foutre. En fait, il y a quelque chose, et du coup, après, tu revis le trauma, en fait. Il y a quelque chose qui est inconscient. Ouais, tu revis la boucle. Qui est refoulé, en fait, qui n'est pas vu. Et qui peut être projeté derrière. Soit t'attires une autre personne qui va te renvoyer la même chose, soit c'est toi-même qui va renvoyer l'énergie. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est elle-même qui renvoyait l'énergie sur son autre partenaire, tu vois. C'est très juste. Donc, non, je pense que je suis... Ouais. On arrive au bout des questions. Waouh. Franchement, ça va, j'ai réussi à participer. Ouais, franchement, c'était bien. T'as dit des choses très pertinentes, je trouve. Ouais, comme quoi, on se cherche encore dans ce truc-là un peu plus spontané. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Là, j'ai l'impression que c'était plus spontané ce Dr Love aussi. On l'a fait. Bon, moi, j'avais préparé un petit peu, mais. T'avais choisi les questions en fonction de la résonance aussi, mais effectivement, moi, je suis partie complètement en freestyle. Je connaissais même pas les questions, et je trouve que c'est intéressant. Des intuitions très justes, je trouve. Ouais. C'est un mode qui me plaît bien. Je sais pas, vous nous direz un petit peu si on n'a pas perdu notre pertinence par rapport aux autres Dr Love ou pas. Vous nous direz. Mais j'espère qu'en tout cas, cet épisode, on espère que cet épisode vous a plu. Et de toute façon, effectivement, il va y avoir du nouveau là prochainement. Moi déjà, vous savez que je propose mes services de thérapeute. Et puis là, je m'apprête à proposer une nouvelle offre d'atelier, conférence, c'est pas encore décidé. Mais en live sur Zoom pour nos abonnés de façon exclusive. Et pour creuser certains sujets qu'on ne creuse plus dans le podcast parce que ça demande beaucoup de temps et qu'on l'a fait dans le passé aussi. Et voilà. Et
Et ce sera peut-être un autre cadre dans lequel faire ça. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. On en parlera bientôt sur nos réseaux sociaux. Oui. Donc, Nos réseaux sociaux, @ La Voix du Couple, si vous ne nous suivez pas. Sur Instagram, Facebook, un tout petit peu YouTube TikTok aussi. Et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, à partager le podcast. On le redit. Oui, tout à fait. Ça nous donne beaucoup de force. Exactement. Ça nous pousse à continuer cette aventure-là. Et on vous embrasse fort. Yes. Et on vous dit à au bientôt. prochain épisode. Yes. Ciao, Ciao, ciao.